Pendant tout le haut Moyen-Âge, les habitats de plus de 2 ou 3 maisons sont rares. Les groupements se font petit à petit, à partir du Xe siècle surtout, autour d'une église et d'un château. À la fin du XIIe, la seigneurie, la paroisse, le village se sont fixés. Ce dernier va demeurer le cadre de vie pour plus d'un millénaire. Sur cette reproduction, peut-être un peu fantaisiste, nous avons sous les yeux les symboles des 3 ordres qui ont tenu une partie du Moyen-Âge. Aux alentours des années 1250, 3000 personnes environ vivaient dans ce village. Le fort et son donjon, d'abord, le plus ancien des 3 symboles. Il représente ceux qui combattent ou ceux qui défendent le reste de la société. Il a pu apparaître au début XIIe, peut-être avant. Il était surmonté d'une tour de guet de 22 mètres qui était secondée par la tour dite des Baux, dressée sur la colline de la Tour. Et le seigneur n'habitait pas dans ce fort. Ces murs ont posé des problèmes tout au long de leur existence et il a été démantelé au fil des siècles. Entre 1827 et 1830, il est transformé en calvaire, les 13 oratoires datant de 1854. L'ornementation de ces derniers par Luc Tavantine à la demande des amis du vieux Malocène sera un marqueur de la première décennie du XXIe siècle. L'église est ce qui prie maintenant. La construction de l'église actuelle commença peut-être fin XIIIe et plus certainement début XIVe. Mais elle fut précédée par 2 autres églises. Et ce magnifique arc sculpté du XIIe siècle est peut-être un vestige de l'ancienne église Saint-Pierre qui a précédé notre actuelle église Saint-Michel. Quant à cette dernière, nous comptons beaucoup sur Paul Peyre pour nous en parler savamment. Signalons simplement que le linteau de la porte d'entrée, que vous trouverez tous martelé, ressemblait étrangement au linteau de l'église de Montfavet, dont nous avons sous nos yeux une représentation. Et ne quittons pas le quartier de l'église sans parler de son environnement. L'ancien chemin de Carpentras était bien à l'emplacement où il est actuellement. Il était simplement beaucoup plus pentu. Là, le quartier du Lion d'Or s'appelait Castrum Ferrum, ce qui signifie qu'il était fortifié. Et puis, le haut de la Grande Rue, appelé Carriera Recta, se terminait par la porte supérieure qui est devenue la porte Soubeyran. Enfin, une petite merveille cachée, cet arc qui est sous la façade d'une des maisons les plus hautes de la Grande Rue. Enfin, il y a la communauté de ceux qui travaillent, qui représente la plus grande partie de la population. Au XIIIe et XIVe siècle, le servage s'estompe, même s'il en reste quelques séquelles dans les mœurs et quelquefois dans la réalité. Les 3 ordres sont présents dans les esprits et figés dans les lois, mais les réalités économiques bousculent cette tripartition. Un jour, les représentants de ceux qui travaillent ont voulu dresser aux yeux de tous la preuve de leur existence. Et, en 1482, Jacques de Pracontal céda une parcelle de sa maison sur laquelle on édifia le beffroi actuel. Lors des guerres de religion, ce beffroi fut couronné par des canons pour faciliter notre défense.
En 1761, on le rehaussa même de 3 mètres en utilisant des vieilles pierres du château. Les visiteurs de la mairie trouveront dans l'escalier ce vieux cadran de 1910 et dans la salle du conseil municipal ce mécanisme tout rutilant et semble-t-il tout jeune. Nous allons maintenant descendre la Carriera Recta, je veux dire la Grande Rue. Au XIIIe siècle, les moines du Grosso installent, hors les murs de l'époque, mais à l'intérieur de la future enceinte, un prieuré. Nous avons ici une porte du dit prieuré qui donnait sur l'intérieur du village. On trouve également dans la cour du magasin de brocante de la famille Alexandre les restes de la tour des remparts, dite tour des prieurés, et d'autres restes à l'intérieur de la maison. Et nous voici à la fontaine du Théron, la plus vieille du village, qui existait très certainement au XIIIe et XIVe siècle. Elle a disparu lors de l'installation de l'adduction d'eau dans les années 1950. En 2012-2013, les amis du vieux village ont réimplanté la fontaine dans l'état dans lequel elle était en 1950. Évidemment, ce n'est certainement pas l'état dans lequel elle était au Moyen-Âge. Les mystères commencent. Les historiens nous disent que le comte ne vivait pas dans le château fort, mais dans un château ou une demeure installée à ses pieds, au braille du château en vieux français. Ce magnifique portail fin XIIIe, début XIVe, peut très bien cacher l'entrée de la demeure comtale, qui appartenait peut-être au comte de Pracontal. Oui, mais voilà, Pracontal était chez nous au XVe siècle. Qui était là avant? Et le questionnement continue. Un peu plus bas, entre la maison de monsieur et madame Hermsdorf qui donne sur la rue et le calvaire, nous avons ces vestiges de quelque chose qui pourrait être une maison comtale aussi, et qui aurait pu appartenir à Pracontal. À l'intérieur, nous avons ces encadrements de portes qui nous disent qu'il s'agit d'une maison riche. Alors, que dire quand plus bas, en face de la place de la République, en levant les yeux vers le calvaire, nous nous trouvons devant ce magnifique larmier à préserver impérativement. Combien de maisons comtales? Une grande, 2, 3 ou plusieurs maisons comtales au fil du temps. Sous le larmier, encore une très belle entrée, mais qui est surmontée de traces de la Renaissance. Elle a un nom, c'est l'hôtel de Brancas, qui devint plus tard propriété de la famille Johannis, dont l'un des membres fut médecin de Louis XV. Au-dessus de Brancas, en continuant vers le Charcot, nous voici devant une échoppe qui porte gravée une date de siècle suivant, mais nous sommes persuadés qu'au XVe siècle, cette échoppe avait la même allure. Et nous voici maintenant place du Mercato Dopo ou de Notre-Dame de la Blanche. Ce marché neuf fut créé en enlevant une tour des premiers remparts dont nous avons sous les yeux le seul vestige visible par le promeneur. C'est la première partie du mur de l'hôtel de l'Épine qui a été construit directement dessus. Mais revenons, place du marché neuf. Sous le comte de Toulouse, cette place pouvait abriter plus de 30 étals sur lesquels les gens venaient vendre leurs marchandises. Bien sûr, cette maison aux Atlantes
qui date du XVIIe siècle. Mais avant celle-ci, les bâtiments situés là abritaient une œuvre que nous appelons l'œuvre des filles pauvres à marier et qui est peut-être une des belles histoires du Moyen-Âge. Nous venons de parler des contes de Toulouse et nous constatons que leur histoire est gravée dans nos murs puisque nous avons ici, au centre d'une ogive, la fameuse croix des contes de Toulouse. De la même manière, l'étoile des Baux est aussi gravée dans une clé de voûte de la rue des Trois Visages. Et puisque nous parlons de la rue des Trois Visages, nous nous arrêterons sur cette merveilleuse statuette chargée de symbolique. Mais décrire une telle symbolique nous mènerait trop loin. Plus bas, dans la partie de la Grande Rue qui fut rajoutée après l'arasement des premiers remparts, peut-être au début du XIIIe siècle, nous trouvons devant ce porticus sonarié qui abritait probablement d'abord une maison des comtes de Toulouse, ensuite la cour de justice et enfin le grenier à sel. Ce porticus sonarié abrite aussi la rue du Vieil Hôpital et il y avait là, entre Grand Rue et Rempart, le plus vieil hôpital du village. Toujours en descendant la Carriera Recta, en passant devant le plan de la cour actuelle qui fut autrefois le plan de l'Olme parce qu'un orme était planté là, en prenant la rue des Trois Pèlerins, nous voici devant la rue de la Juiverie. Malaucène avait en effet sa carrière, avec probablement sa synagogue, et du côté de la route de Beaumont, son cimetière des Juifs. Nous devrions vous parler maintenant de la porte inférieure ou porte Filiole, mais il n'y a plus rien de moyenâgeux dans ce quartier-là. De la porte du Rond ou porte Cabanette, qui est maintenant mangée par les commerces qui donnent sur le Cours. Aussi, nous nous rabattrons sur la porte Chaberlin, en vous disant d'abord qu'il y a une plaque sur le mur de l'hôtel de l'Épine qui explique bien son histoire, en vous disant aussi qu'elle fut agrandie à l'époque où des carrosses ou peut-être des charrettes devaient passer dans les rues, et en vous rappelant enfin qu'elle côtoie le magnifique hôtel de l'Épine qui est peut-être le plus beau bâtiment civil de Malaucène. C'est sur des images évoquant l'épaisseur des remparts des papes et leur tracé, à peu près le tour de ville actuel, que nous allons conclure. Vers 1250, Malaucène était la deuxième ville du comtat, derrière Carpentras, mais largement devant Cavaillon, l'Île-sur-Sorgue et Vaison. Sur le cadastre de 1414, que certains d'entre nous dépouillent actuellement, avec beaucoup de peine, il ne reste que 200 maisons. Comment est-on passé de 600 feux à 200 maisons, soit autour de 1000 habitants? Les guerres et les brigandages ont été quasiment permanents. Ils ont entraîné de nombreuses famines. Vint aussi la peste de 1348, qui tua au moins 200 Malaucéniens, sans compter les quelques juifs massacrés à l'occasion, parce qu'on les croyait responsables du fléau. Il y eut aussi un tremblement de terre, un gel des oliviers en 1360, et même une invasion de sauterelles, suivie d'un autre tremblement de terre. Et puis, les historiens parlent déjà d'un exode vers la ville, qui nous évoque des temps bien plus récents.